Bonjour à tous. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui pour notre dernier webinaire du semestre un tel panel autour de notre thématique du jour qui est le hors-réseau de l'électricité et de l'assainissement, opportunités et défis. Alors pour traiter ce sujet qui est un très vaste sujet, qui a pris une grande ampleur dans les pays émergents sur les 5-7 dernières années, j'ai le plaisir de compter avec Pierre Jacquemot, qui va assurer l'animation du panel et des débats. Donc Pierre, vous êtes le président de Groupe Initiative, vous êtes aussi président du GRET, vous avez un parcours, j'allais dire, de diplomate chevronné en Afrique, où vous avez effectué différentes missions. Vous avez aussi publié un certain nombre d'ouvrages et vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine. Merci Pierre d'être avec nous et d'avoir accepté d'assurer l'animation de ce webinaire. Aussi avec nous, Astria Fataki. Alors, vous avez un profil franco-congolais d'entrepreneur qui est absolument passionné par le développement énergétique de l'Afrique. À ce titre, vous avez d'abord été consultante en développement sur un certain nombre de projets internationaux. Et puis, vous avez créé Energy Generation avec un certain nombre de partenaires, et d'ailleurs assez prestigieux, EDF, Engie, et puis d'autres encore comme Greenwich ou Schneider. Vous avez comme objectif de développer les initiatives entrepreneuriales de jeunes Africains dans ce secteur de l'énergie. Vous allez pouvoir nous faire part de vos expériences. Merci d'être là. Et puis aussi, merci à Valérie Levkov de nous avoir rejoints. Donc, Valérie Levkov est une chevronnée d'EDF, connaissant le groupe quasiment par cœur, dirais-je. Elle a été à la direction des achats, à la direction financière. Elle a aussi, vous avez aussi assuré le développement international des projets nucléaires à la direction ingénierie nucléaire pendant des années. Et puis, depuis 2015, vous êtes la directrice Afrique, Moyen-Orient et Méditerranée orientale à la direction internationale. Et je sais que vous avez eu pour objectif, nous en avons souvent parlé, de développer justement les mini-réseaux, qui ont pris maintenant d'ailleurs une ampleur assez forte en termes d'activité chez EDF. Enfin, Laure Criqui. Laure Criqui est une spécialiste du développement urbain international. Elle est consultante indépendante. Elle travaille beaucoup sur les enjeux institutionnels, urbains et socio-économiques de l'accès aux services essentiels. Laure, ma chère Laure, vous êtes aussi membre de Ressources depuis maintenant longtemps. Vous êtes docteur en aménagement urbain et diplômé de la London School of Economics et vous intervenez sur plusieurs masters dans différentes capitales parisiennes et régionales. Voilà, ravi en tout cas que vous soyez avec nous. Alors, avant de passer la parole à Pierre Jacquemot, cher Pierre, je voudrais dire quelques mots sur le réseau Ressources. Ressources, c'est un think tank en fait qui rassemble des personnalités très diverses, qui a été créé en 2004 et qui s'est fixé comme objectif de pouvoir alerter, de pouvoir dialoguer avec un certain nombre de parties prenantes. Et on a tous, en fait, tous les membres du réseau Ressources ont une vraie conviction, une conviction première, qui est la priorité absolue à donner aux accès aux services essentiels comme une condition du développement humain. Ce réseau, donc créé en 2004, a pour ambition d'être une force de proposition pour un meilleur accès à ces services essentiels, favoriser le débat, et donc nous avons un certain nombre de webinaires, de podcasts et d'autres événements chaque année. Et puis l'intégration, bien sûr, l'un des objectifs étant l'intégration des enjeux prioritaires liés à la pression urbaine. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Pierre Jacquemot qui va nous cadrer un peu le débat et lancer les premières questions. Voilà, est-ce que vous avez mes diapos? Est-ce que vous recevez mes diapos? Non, on ne les a pas là. Ah là là. Bon. Ok. Vous l'avez tout à l'heure. Et de votre côté, vous ne pouvez pas prendre la main. Je regarde.
Voilà, ça y est, on les a. C'est très bon, ok. Très bien. Écoutez, je vais vous présenter quelques diaporamas pour un bref diaporama pour lancer le sujet. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que le hors-réseau, le off-grid, est une réponse aux carences de l'État, des services publics, à pouvoir servir les populations dans différents domaines. Aujourd'hui, on va insister sur les questions d'assainissement et d'accès à l'énergie, mais également dans d'autres domaines, puisqu'il y a beaucoup d'innovations qui peuvent se faire dans le domaine de l'accès à la santé ou à l'accès à l'éducation. Donc, c'est un domaine en plein bouleversement. Et encore une fois, c'est un constat de relatif échec de l'État dans ses missions fondamentales vis-à-vis de ses populations, et ceci partout dans le monde. Mais c'est en même temps un domaine où il y a une très forte innovation, une très forte prise en charge d'acteurs, disons de la société civile, des groupements de femmes, des organisations de quartier, des organisations de producteurs, et qui décident de prendre en charge ces services fondamentaux, mais en ajoutant des services supplémentaires. Par exemple, on ne va pas se contenter de collecter les déchets, mais on va les traiter et en faire une ressource. Voilà. Donc, c'est un domaine en pleine expansion où l'on peut rencontrer énormément d'innovations de la part des populations en réponse à des carences, mais également à des besoins nouveaux qui peuvent naître, et en particulier une demande d'un environnement qui soit propre, satisfaisant en particulier pour les jeunes générations. Alors évidemment, on pense principalement aux déchets, ce qui vient, ça c'est une photo prise à Kinshasa, qui est une nuisance particulièrement spectaculaire dans beaucoup de villes du monde. Je parle beaucoup de l'Afrique parce que c'est le continent que je connais, mais évidemment, la plupart de ces difficultés se rencontrent sur l'ensemble des 5 continents, et parfois avec une violence à la fois visuelle, olfactive, considérable comme celle de l'assainissement. L'autre besoin très important, c'est l'accès à l'énergie, l'accès à l'électricité. Ceci est une photo prise en Mauritanie sur un projet énergétique, comme il y en a de plus en plus. Donc, aujourd'hui, on va regarder ces deux besoins importants à satisfaire que sont l'assainissement et l'électricité. Il y a des réponses qui sont importantes. Ça, c'est une photo qui me tient à cœur, qui est prise à Saint-Louis du Sénégal, dans le quartier des pêcheurs qui s'appelle Gendar, où près de 20 000 personnes n'avaient aucun accès à un assainissement durable. Et ici, en plus de 2 ans, on a conduit après un travail avec les populations très important, où l'initiation à l'hygiène était un élément important, assurer pratiquement pour chacune des maisons un assainissement moderne, individuel. On peut retrouver ce type de dispositif ailleurs, par exemple à Madagascar, sur ce projet Liontolo, où ce sont des artisans individuels qui vendent des latrines individuelles pour les populations à des coûts, évidemment, à des prix sociaux. Ça peut se développer sous la forme des sani-marchés qu'on rencontre beaucoup en Afrique de l'Ouest, où on peut avoir accès à des latrines individuelles ou équiper des écoles, des centres de santé avec des systèmes performants sur des bases individuelles. Alors, en matière d'électrification, c'est probablement, en tout cas pour ce que j'ai pu observer et étudier en tant que responsable d'ONG, c'est probablement là où il y a le plus grand nombre d'innovations, et on peut parler véritablement d'une innovation de rupture, tant le solaire ou l'éolien ou la petite hydroélectricité, quel que soit le dispositif qu'on met en place, permet de développer une pléthore d'activités, y compris des activités à laquelle on n'avait pas pensé au début. Là, évidemment, ça va d'activités de transformation, de la menuiserie, de la soudure, de la boulangerie, mais également tout ce qui tourne autour de la réfrigération, qui est un apport tout à fait extraordinaire, en particulier dans le domaine de la préservation de vaccins ou de médicaments.
Donc, il y a une explosion d'activités, mais peut-être Astria en dira davantage tout à l'heure. Et ça, c'est un schéma de plus en plus développé à des échelles de petits villages, de type d'activités qui tournent autour de, là, c'est de l'éolien, mais ça pourrait très bien être du solaire. Le tout repose bien évidemment pour qu'il soit performant, c'est-à-dire qu'il rende de véritables services à des coûts abordables et qu'il s'inscrive dans la durée. Tout repose dès le départ sur une concertation, évidemment, avec les populations. Et là, c'est une concertation à Rosso, au Mauritanie. La participation est incontestablement l'élément clé de toute option qui touche le réseau. Enfin, je dirais très, très brièvement, mais Valérie en dira probablement davantage si elle le souhaite, c'est qu'en fait, le réseau s'inscrit dans un schéma beaucoup plus large où il y a une multiplicité, par exemple dans le domaine de l'électricité, de services offerts aux populations et qui peuvent emprunter évidemment à du réseau lorsque celui-ci existe, à des systèmes hybrides ou à du hors-réseau et emprunter à toutes les ressources naturelles pour pouvoir offrir des services, que ce soit encore une fois de l'éolien, du géothermique, je n'en ai pas parlé, mais dans certaines régions, en particulier en Afrique de l'Est, c'est important, de l'agrocarburant, du solaire et autres. Donc, je pense qu'il faut aussi réfléchir à des échelles un peu plus importantes que l'échelle purement micro, l'échelle du projet, mais de voir comment ça s'insère dans une politique plus générale d'accès aux services essentiels pour les populations. Voilà, ces quelques diapos pour illustrer notre propos. Et si vous voulez bien, je vais à présent organiser les questions autour de la question de savoir si le hors-réseau est de nature à répondre aux défis fondamentaux que l'on rencontre dans les pays du Sud, qui est évidemment la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités et répondre aux besoins de services essentiels de ces populations. Voilà le thème général de cette discussion et que je vous demanderai d'illustrer dans vos réponses par des cas pratiques, car je pense que les participants à ce webinaire attendent d'être convaincus, mais au travers des illustrations pratiques. Et j'aimerais commencer par Laure en lui demandant quel est l'éventail des services offerts en matière de hors-réseau et est-ce qu'il y a aujourd'hui un engouement particulier en direction de ces réponses hors État, je dirais, dans la majorité des cas? Est-ce qu'il y a une palette très large d'options et un dynamisme important dans ce secteur? Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, oui, je pense que sans aucun doute, on peut dire qu'il y a un engouement sur ces questions de hors-réseau sur, je dirais, les dernières décennies, qui ont été notamment, je pense, alimentées par des innovations technologiques. Évidemment, le numérique, mais pas que. On a aussi de nouvelles sources en termes d'énergie, enfin de nouvelles technologies pour utiliser des sources d'énergie, etc. Je pense qu'il y a un autre mouvement qui a soutenu et accompagné ça, qui est aussi le développement de nouveaux entrepreneurs ou nouvelles entreprises qui peuvent parfois être un petit peu, je dirais, à cheval entre des startups, des ONG, des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui se positionnent sur développer et offrir des services, effectivement, comme vous le disiez, hors État, hors autonomie. Et pourquoi, comment font-elles ça? C'est parce qu'elles répondent à un vrai besoin, en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. Donc, elles offrent vraiment des nouveaux services. Donc, là, je dirais que oui, il y a beaucoup de choses qui se passent et donc on peut voir effectivement, et puis on commence à avoir un tout petit peu de recul qui permet de capitaliser, d'avoir des ressources d'expérience. Donc là, oui, il y a une réelle dynamique. Après, pour tempérer ça un tout petit peu, je pense que ce qu'il faut voir, mine de rien, c'est que ces solutions en réseau, elles viennent quand même perturber, bouleverser un modèle que nous avons plus ou moins tous en tête, qui date de la fin du 19e siècle, en gros, qui est le modèle du réseau. On définit ces nouvelles innovations par défaut
en tant que hors réseau. Et ce modèle du réseau, il reste malgré tout quand même assez prégnant. Là, je parle particulièrement dans le champ de l'assainissement, mais ça reste, voilà, ça reste quelque chose en termes de niveau de service, en termes d'offres publiques, en termes de système de régulation. On est habitué à ça. Nous, les usagers potentiels, les décideurs politiques, les ingénieurs techniques. Et donc, malgré cet engouement, je dirais, parmi des professionnels ou les spécialistes de chacun des sujets, je pense qu'il y a encore, voilà, il peut y avoir une curiosité, il peut y avoir des promesses, mais encore un petit peu de travail pour convaincre tout le monde qu'effectivement, on n'est pas sur des solutions au rabais, mais qu'au contraire, c'est un nouveau système qui, comme vous me disiez, doit venir compléter, s'articuler avec d'autres types de solutions et où là, ça pose plein d'enjeux après en termes techniques, mais aussi organisationnels, financiers, etc. Voilà. Merci Laure. Valérie, EDF, c'est une entreprise en réseau. Est-ce que ce n'est pas contradictoire que votre entreprise, dans ses activités internationales, promeuve un modèle qui n'est pas du tout son modèle d'origine, son modèle. Voilà. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous êtes engagé dans ce hors-réseau avec des pays, notamment en Afrique, où c'est relativement spectaculaire, parce qu'au Togo, on parle de 40% de part de marché. Pourquoi EDF s'intéresse à ce nouveau modèle? Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette question, Pierre. D'abord, je voudrais rappeler que EDF a adopté une raison d'être dans ses statuts, donc très engageante, qui est de construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant la préservation de la planète, le bien-être et le développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Donc, l'électricité hors réseau s'inscrit parfaitement et pleinement dans cette raison d'être. Bien sûr, nous sommes une utility d'origine européenne, donc nous venons de ce monde de l'énergie centralisée, des gros systèmes et des réseaux, mais néanmoins, EDF a une tradition et une longue histoire avec l'Afrique et a travaillé dans l'électrification rurale en Afrique depuis des décennies, j'ai envie de dire. Alors, à l'époque, c'était encore des systèmes en réseau, c'était de l'électrification rurale en réseau, mais ce qui prime, c'est le client. Et c'est le client rural. Et donc, il faut lui apporter les offres et les services qui soient adaptés à son besoin. Si l'électrification en réseau était la seule offre disponible il y a 10 ou 15 ans, aujourd'hui, il y a d'autres offres, d'autres technologies. Laure l'a dit, il y a beaucoup d'innovations. Il y a des startups qui sont venues avec des offres nouvelles, innovantes, décentralisées, déconnectées du réseau, grâce aussi à l'avènement des technologies de l'information, le fait que l'Afrique soit en avance sur le déploiement de la téléphonie mobile, sur le paiement avec la téléphonie mobile. Toutes ces innovations, un acteur comme EDF ne peut pas être à l'écart et doit même être le porteur des solutions de ce type. L'électrification hors réseau, c'est aujourd'hui pour EDF, nous avons environ 1 million, un peu plus en fait, plus d'1 million de personnes en Afrique qui sont alimentées par nos solutions hors réseau. C'est quoi? C'est des kits, des petits boîtiers, des panneaux sur le toit. Ma photo là, derrière moi, elle est prise chez un de mes clients, je pense au Kenya, donc c'est un petit panneau solaire sur le toit, un petit boîtier dans la maison qui permet de se raccorder, je dirais, au téléphone et donc au paiement. Et tous les mois, le client paye, donc à la capacité de ses ressources pour avoir de l'éclairage, de la télévision, de la radio. Donc, ça fait partie complètement de notre raison d'être, ça fait partie de notre façon de faire qui est s'adapter aux besoins, travailler avec des partenaires, des solutions locales pour être conforme, je dirais, à l'attente du client. Donc, pour nous, c'est normal, c'est naturel. On a été la première grande utility à s'associer à des startups pour développer ce business. Pourquoi? Parce qu'un des enjeux, c'est d'être à l'échelle.
Et à l'échelle, c'est 640 millions d'Africains qui n'ont toujours pas l'électricité. Donc, être à l'échelle, c'est apporter des ressources, des capitaux, de l'argent, hein, ce n'est pas un gros mot. Un kit, ça coûte 1 500 euros. Quand vous en déployez des centaines de milliers ou des millions, c'est des dizaines de millions d'euros qui sont nécessaires. Donc pour ça, ben, il faut avoir aussi les reins solides parce que la rentabilité, elle se fait sur le temps long. Et donc, puisqu'on avance l'argent, puisque c'est nous qui finançons ces kits pour nos clients, qui nous remboursent sur des périodes de quelques années. Donc voilà pourquoi on y est. On y est parce que, on a la capacité de valider les innovations technologiques et de ce que disait Laure ou vous, Pierre, je ne sais plus, c'est d'apporter des solutions qui soient modernes, fiables, propres. Et donc, ce ne sont pas des sous-solutions, ce sont de bonnes solutions. Mais pour ça, il faut les financer, il faut qu'il y ait des prêteurs. Les prêteurs, ben, ils ont confiance dans des grands acteurs comme EDF. Donc voilà pourquoi on y est avec détermination. Très bien. J'ajouterais que les prêteurs ont aussi confiance dans pas mal d'opérateurs de type association et qui trouvent de plus en plus accès à des financements. Astria, merci Valérie. Astria, vous avez fondé il y a 5 ans, et c'est très, très spectaculaire à votre parcours, à votre âge, Energy Generation, qui est déjà énormément d'activités dans le secteur de l'électricité. Vous avez d'ailleurs vocation à vous ouvrir à d'autres secteurs. Comment convaincre, et vous avez des activités de formation et de plaidoyer en direction du hors-réseau, comment convaincre la population, les États, les décideurs que, pour reprendre l'expression de Laure, ce ne sont pas des solutions au rabais, ce ne sont pas des petites solutions amusantes à des échelles réduites et qui sont de nature à résoudre des problèmes purement individuels. Comment faites-vous pour convaincre que là, on a des solutions porteuses de la transformation en particulier en Afrique? Effectivement, merci beaucoup Pierre pour cette question. Donc effectivement, Energy Generation, c'est une organisation donc panafricaine qui aujourd'hui est basée à Lomé et qui a la particularité de vouloir mettre la jeunesse africaine, de rendre cette jeunesse actrice justement de cette transition énergétique. Et donc effectivement, l'un des grands défis auxquels nous avons été confrontés, c'est de convaincre de la pertinence de cette approche, de se dire que oui, la jeunesse africaine peut apporter des solutions sur une problématique aussi complexe et justement qui requiert énormément d'investissement que le secteur de l'énergie et que précisément ce type de solutions peuvent être pertinentes. Moi-même, ma conviction première, et c'est aussi celle qui a, on va dire, donné forme à ma carrière professionnelle, c'est que l'accès à l'électricité en Afrique, l'électrification du continent doit se faire aussi bien au niveau macro, donc à travers des infrastructures, des centrales de grande capacité et autres, l'amélioration des réseaux, même si on sait que voilà, l'ensemble du continent ne sera pas connecté sur un réseau interconnecté, puisque la tendance, vous l'avez dit aujourd'hui au niveau mondial, est quand même à la décentralisation sur beaucoup de sujets, pas seulement sur l'accès à l'énergie. Et par conséquent, il faut aussi adresser le sujet à des niveaux, à un niveau micro. Et je me suis très vite rendu compte qu'en fait, la jeunesse africaine qui est confrontée à cette problématique d'un manque d'accès à l'énergie au quotidien est également bien positionnée pour pouvoir proposer des solutions que nous, on va qualifier de Made in Africa et qui ont une certaine frugalité qui permet d'aller toucher une part de la population qui, aujourd'hui, n'a pas forcément accès à des services classiques. Je vais essayer de
partager mon écran peut-être tout à l'heure pour vous présenter quelques exemples d'innovation que nous avons pu développer. Et c'est vrai qu'au départ, c'était un peu un exercice compliqué de convaincre, comme vous l'avez dit, les différents acteurs du secteur de la pertinence de cette approche. Mais on a très vite eu quelques exemples pertinents, comme par exemple une start-up qu'on accompagne qui s'appelle Farm Connect, qui, à travers de l'éolien, en fait, propose des pompes éoliennes aux agriculteurs. Et très vite, on a été rejoint dans cette aventure par des partenaires privés, d'abord tels que EDF notamment. Le hasard fait que nous sommes sur ce panel avec Valérie Levkov, que je saisis l'occasion de la remercier pour le soutien que nous avons reçu, en particulier de la direction internationale d'EDF, qui très vite a compris justement, a saisi ces enjeux de soutenir l'ingéniosité de la jeunesse africaine pour proposer des solutions frugales et vraiment adaptées, si j'ose dire, à une partie de la population. Donc de là, on a pu, si j'ose dire, générer de plus en plus de soutien qui aujourd'hui nous permettent vraiment de passer à une toute autre échelle dans les solutions que nous proposons. Et d'ailleurs, l'un des sujets à aborder, qui, je suis sûre, sera abordé un peu plus tard dans cette conversation, c'est justement le financement de ces innovations pour qu'elles puissent passer d'une idée et d'un projet, entre guillemets, pilote, à de véritables startups qui peuvent toucher des centaines de milliers, peut-être même des millions d'utilisateurs. Merci. Je vais revenir alors. On sait que dans ce domaine et dans la séquence eau, déchets, assainissement, l'assainissement est toujours un peu le parent pauvre et qui intéresse le moins à la fois les autorités et les bailleurs de fonds parce qu'on cache. Bon, donc c'est essentiellement une activité de type urbain. Est-ce que vous pouvez nous dire, Laure, peut-être au travers, en l'illustrant sur la base d'un projet que vous conduisez, vous avez conduit, quelles sont les parties prenantes, quels sont les acteurs d'un projet d'assainissement au niveau, par exemple, d'un quartier, et quels sont ceux qui sont les plus décisifs en matière de prise de décision, puis ensuite de pérennité du modèle que vous mettez en place? Oui, effectivement, l'assainissement liquide, c'est difficile parfois d'aborder le sujet, pas que d'ailleurs avec les bailleurs ou les décideurs politiques, mais aussi auprès des gens. Après, là, je dirais, l'assainissement, je pense, c'est un assez bon exemple de ce que je disais en introduction, c'est-à-dire qu'il y a quand même une communauté de spécialistes du sujet qui travaillent beaucoup et qui ont accompagné, encore une fois, ces dernières décennies, la recherche d'autres solutions que le tout réseau, parce que voilà, en fait, le tout à l'égout dans plein de situations urbaines et périurbaines n'a aucun sens en termes spatial, tout simplement, parce que les rues ne seront jamais assez larges. Par ailleurs, s'avère pas forcément extrêmement résilient en cas d'inondation, extrêmement coûteux en termes d'investissement, etc. Donc, du coup, là, il y a quand même des nouvelles solutions qui émergent, qui relèvent un petit peu de cette logique dont parlait Astria de frugalité aussi, de développer d'autres solutions qui ne requièrent pas un réseau d'eau pour faire fonctionner un service d'assainissement. Et donc là, il y a plusieurs types de nouvelles solutions qui émergent. Ces derniers temps, notamment, c'est tout ce qui va être lié à des systèmes de toilettes à containers, avec des systèmes de récupération, en fait, soit des urines, soit des excrétas, qui vont être ensuite emportés par la structure, donc l'entreprise ou l'association qui s'en charge, pour être revalorisés en tant qu'engrais ou en tant que source d'énergie ou éventuellement dans le bâtiment, etc. Et donc là, pour revenir à votre question sur les acteurs, on a un nouveau type d'acteurs qui apparaît, qui sont effectivement ces entrepreneurs qui vont essayer de chercher à monter des nouveaux modèles d'affaires, beaucoup plus fondés sur une économie circulaire, en essayant de valoriser les bouts de vidange, etc., pour réinjecter aussi du financement dans la boucle.
mais qui aussi, du coup, je pense que là, c'est extrêmement intéressant, finalement, finissent par mettre en avant aussi les travailleurs de ce secteur de l'assainissement, à savoir les collecteurs de ces containers qui, jusqu'alors, étaient très souvent des vidangeurs, donc des travailleurs informels, potentiellement extrêmement stigmatisés, vulnérables, peu protégés aussi dans leurs conditions de travail en termes d'hygiène et de sécurité. Et je pense que ça, c'est au-delà de tous les intérêts environnementaux, économiques de ces nouvelles solutions qui émergent, un élément assez décisif, je pense, est effectivement l'amélioration des conditions de travail, des revenus et aussi du coup de l'image de ces travailleurs du secteur. Les autres acteurs clés dans le système vont évidemment être les décideurs politiques qu'il va falloir, encore une fois, arriver à convaincre que ça peut marcher, que c'est tout à fait valable, voire même sans doute plus intéressant parce que ça allège les investissements nécessaires, qu'on peut de cette manière offrir un service de qualité aux gens, peut-être de meilleure qualité qu'avec le tout à l'égout qui est trop lourd à gérer. Et de manière générale, y compris dans les populations pauvres, y compris sur l'assainissement pour lequel il y a souvent la demande et je dirais latente ou peu exprimée, dès lors qu'on offre un service de qualité, les gens sont prêts à payer. Et donc, on est loin encore pour l'instant d'être sur des systèmes qui sont complètement autonomes financièrement, toutes ces innovations. Et donc, si c'est le cas dans l'électricité, comme le disent Astria et Valérie, je ne vous raconte pas dans l'assainissement. Clairement, pour l'instant, financièrement, on n'est pas sur des systèmes équilibrés, mais voilà, il y a des choses qui apparaissent et qui fonctionnent grâce aussi au soutien et à l'investissement public, que ce soit public local ou soutien extérieur, philanthropique ou privé. Et c'est voilà, absolument nécessaire, sachant quand même que maintenant, on a des retours d'expérience clairs et nets qui montrent d'une part que, en gros, pour 1 euro ou 1 dollar investi, on a un retour d'investissement ça dépend des fois, mais en gros, là, on est sur 4,50 €, 4,50 $. Donc, ça fait un retour sur investissement qui est conséquent, d'une part. Et d'autre part, encore une fois qu'on montre que le service est de qualité, il y a une marge pour augmenter les tarifs. Donc là, c'est des arguments pour arriver à convaincre les acteurs décisifs qui peuvent être maintenant utilisés de manière assez sûre et certaine. Dernier acteur à ne pas négliger, notamment dans le secteur de l'assainissement, mais qui serait le cas aussi dans le secteur des déchets solides, ça va être une demande pour tout ce qui va sortir de la chaîne, donc la réutilisation de ces bouts de vidange une fois transformés, soit en intrants agricoles, soit en énergie, etc. Voilà, c'est toute une filière à construire en aval, je dirais, de la chaîne de l'assainissement à proprement parler, qui émerge, mais qui reste à consolider pour finalement générer une autre demande à l'autre bout de la chaîne pour faire fonctionner le système dans sa globalité. Merci. Alors, je voudrais confirmer ce que vous dites sur le consentement à payer des populations dès lors qu'on leur offre un service de qualité, y compris dans les populations, dans les quartiers pauvres. Ça conforte tout à fait les observations que les organisations avec lesquelles je travaille font, ce qui pose d'ailleurs un problème de la légitimité de la fiscalité, communale, taxes sur les ordures ménagères par exemple, qui servent absolument pas, la contrepartie ne sert pas à gérer le problème des ordures. Et donc, les populations sont là en quelque sorte en contestation par rapport à la fiscalité formelle, qui ne rend pas les services dont les contreparties ne sont pas satisfaisantes. Astria, je voudrais vous poser une question. Vous évoquez et Valérie et Laure aussi, la multiplicité des innovations que l'on peut rencontrer, en particulier dans le secteur de l'électrification rurale. Y a-t-il des bases de données, y a-t-il des capitalisations, y a-t-il des bases d'informations qui pourraient être utiles à des jeunes ou des moins jeunes qui voudraient s'engager dans ce domaine, mais plutôt que de réinventer l'eau tiède ou la bicyclette, pourraient y accéder? Et en même temps, cette capitalisation permet-elle de répondre à la question évoquée tout à l'heure par Valérie, qui est la question fondamentale de la montée en échelle
Le micro, c'est bien, le laboratoire, c'est bien, le prototype, c'est bien, mais encore faut-il travailler à des échelles qui soient pertinentes pour 1000, 10 000, 100 000 personnes dans certains cas. Est-ce que vous faites de la capitalisation? Est-ce que vous contribuez à la diffusion de ces informations au bénéfice des acteurs intéressés? Oui, absolument. Effectivement, cette question de capitalisation, elle est absolument essentielle. Et nous travaillons notamment à réaliser ce qu'on appelle un catalogue des innovations sur donc d'abord le secteur de l'énergie, bien sûr, mais aussi sur deux secteurs que nous abordons maintenant, qui sont le secteur de la santé, du bien-être et de l'agroalimentaire. Pourquoi est-ce que nous avons décidé d'aller sur ces deux secteurs complémentaires? C'est tout simplement parce que il y a ce constat qui est évident aujourd'hui que l'énergie n'est pertinente qu'au regard de ses usages au final, et d'autant plus lorsque l'on est dans un contexte décentralisé. Et par conséquent, nous accompagnons vraiment nos entrepreneurs dans une démarche, donc sur un programme de 2 ans. Pour peut-être donner un peu plus de contexte, je vais présenter Energy Generation en quelques mots. Donc, c'est une organisation panafricaine qui accompagne les jeunes à relever les défis de leur génération, donc énergie, agriculture, santé, à travers principalement l'entrepreneuriat et la technologie. Laure disait tout à l'heure effectivement que lorsque on propose un service de qualité, il y a une volonté de payer de la part des utilisateurs. Donc, l'entrepreneuriat est un vecteur fort pour diffuser ces types de solutions. Et donc, effectivement, nous accompagnons des innovations frugales et des solutions made in Africa. Et pour ce faire, nous avons développé ce qu'on appelle des B-Schools, donc qui sont des programmes de formation donc, de 2 ans qui sont axés sur des sujets donc, de management, au-delà seulement de l'aspect thématique. Donc, il y a vraiment cet accompagnement au développement d'une entreprise. Et donc, dans ce parcours-là, nous proposons en fait des catalogues de start-up, des catalogues de business models qui fonctionnent, puisque l'innovation, elle peut constituer à construire quelque chose de complètement nouveau, mais parfois l'innovation, c'est aussi savoir répliquer et exécuter de façon efficace quelque chose qui marche déjà ailleurs. Donc, par exemple, on a souvent des modèles, des business models qui sont très efficaces et qui ont fait leurs preuves dans des marchés anglophones. Et donc, nous accompagnons nos entrepreneurs à les répliquer sur des marchés francophones, par exemple. Donc ça, c'est ce que l'on fait pendant 2 ans. On les accompagne aussi dans l'obtention d'une certification reconnue à l'international à travers un partenariat avec Ascensia Business School et le Collège de Paris. Nous avons effectivement un Fab Lab équipé qui nous permet de faire toutes sortes de prototypes hardware, justement ces solutions frugales dont je parlais tout à l'heure. Et nous avons également une formation donc, tournée vers l'entrepreneuriat solaire, où là, on va vraiment former des techniciens d'installation et de maintenance qui vont être en mesure d'agir en tant qu'auto-entrepreneurs pour proposer des solutions d'électrification rurale décentralisée. Donc, on est sur un parcours d'environ 10 mois. Là aussi, on bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, tels que Schneider Electric ou EDF, comme mentionné plus tôt. Et parmi les exemples que l'on a générés, il y a donc par exemple cette startup Farm Connect qui propose donc ces éoliennes, ce pompage à énergie éolienne. Et là, il y a une véritable demande extrêmement forte en Zambie. Et notre principal, pour ce cas en particulier, le principal facteur limitant pour cette startup, c'est justement son besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que la demande est beaucoup plus importante que l'offre, tout simplement pour une question on va dire, d'investissement et de financement. Donc, en ce qui nous concerne, on a dépassé d'une certaine manière le stade où on se demande comment
passer, si vous voulez, du prototype au produit effectif. Je peux vous donner un autre exemple, une startup, donc Africa Green Power, qui est basée en République démocratique du Congo, qui propose ce qu'ils appellent des générateurs solaires qui peuvent prendre le relais en cas de coupure sur le réseau, par exemple. Et là aussi, une start-up qui se développe très bien, qui en 2020 a fait un chiffre d'affaires pour ses premiers mois d'activité de plus de 50 000 euros, ce qui est pas mal pour une start-up de cette taille qui débute. Et là encore, pareil, la même problématique, l'accès au financement d'amorçage. Et donc, pour nous, il est clair que ce sujet de passage à l'échelle, il est vraiment concentré autour de la problématique du financement de ces innovations, du financement de ces startups. On parlait tout à l'heure des financements bancaires. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, puisqu'effectivement, les banques, ce n'est pas forcément leur métier, mais ces structures-là sont encore trop jeunes pour pouvoir s'adresser à des structures de financement comme des banques, à des structures bancaires. Et c'est pour cela, notamment, que nous sommes en train de créer un véhicule de financement qui a pour objectif de pouvoir investir des tout petits tickets, même si c'est relatif, mais entre 10 000 et 250 000 euros pour accompagner ce type de start-up dans leur progression et vraiment leur permettre de toucher plusieurs milliers, voire plusieurs millions de clients potentiels avec des solutions tout à fait innovantes. Merci Astria. J'aurais envie de demander à Valérie de réagir à cette question de la multiplicité très, très impressionnante d'initiatives, souvent micro, avec des financements ad hoc qui sont aussi souvent des financements micro, que l'on peut observer dans un certain nombre de pays. Et comment mettre un peu d'ordre dans tout ça, de votre point de vue? Vous êtes obligatoirement en relation avec les États, vous ne pouvez pas intervenir sans, en quelque sorte, une autorisation, et vous avez l'habitude de ce dialogue, mais comment vous voyez la question de la régulation de l'ensemble de ces dispositifs en relation avec la question de l'électrification et de l'accès à l'énergie? Alors d'abord, j'ai envie de réagir en disant que finalement, l'Afrique a besoin de tout, hein, parce qu'il y a de tels besoins que toutes les initiatives sont bonnes, hein. Donc nous, on fait à la fois des énormes barrages, on a un gros chantier au Cameroun en ce moment, et puis des kits solaires domestiques. Et on a besoin des auto-entrepreneurs, des ONG, des gouvernements, enfin… honnêtement, tout le monde a sa pierre à apporter. Alors évidemment, la régulation, elle est importante pour, je dirais, à minima, servir de chef d'orchestre à cet ensemble. Nous, on a l'habitude de travailler finalement avec des partenaires qui sont parfois des gouvernements quand on fait du PPP, parfois des gros acteurs locaux, des agro-industriels, par exemple, quand on fait une centrale à biomasse en Côte d'Ivoire, à la fois des grosses startups, je dirais, anglophones, parce qu'effectivement, beaucoup d'innovations viennent de la partie est-africaine, hein, et ça a été, moi, un de mes credos tout au départ, c'est-à-dire de faire venir en Afrique francophone, comme le disait Astria, des innovations qui avaient démarré, tous ces kits solaires, ils ont démarré en Afrique anglophone, et donc c'est les faire venir dans des pays qui étaient un petit peu plus traditionnels dans leur secteur de l'énergie, parce qu'ils ont été biberonnés, éduqués par nous finalement, donc répliquant nos modèles. Mais on travaille aussi avec des startups et la jeunesse africaine, hein, comme le disait Astria. Nous-mêmes, on a lancé un prix, on lance la 4e édition de notre prix Pulse Africa. C'est comme ça qu'on a travaillé avec Astria pour accompagner nos jeunes lauréats dans la durée, puisque l'idée, ce n'était pas que de mettre un prix financier qui est une bonne aide au départ, mais c'est de les accompagner dans la durée sur leur capacité à porter les projets.
Et donc, quand on voit les gouvernements, on leur demande plusieurs formes d'incitation. D'abord, c'est une incitation à la qualité. Moi, je suis très à cheval là-dessus. Je vais vous raconter peut-être une anecdote, mais une des premières fois que je suis allée voir nos clients dans le domaine rural, je crois que c'était en Côte d'Ivoire, donc on se présente au chef de village, bien sûr, il nous reçoit chez lui, et là, c'était ce que j'appelle le SICOB du solaire, c'est-à-dire qu'il avait chez lui des vieilles batteries, des vieux panneaux solaires, tous ne fonctionnant plus, qu'il avait démantelés, et il avait une vraie, je dirais, pas aversion, mais en tout cas un vrai doute vis-à-vis de la viabilité de ce type d'offre. Et pourquoi? Parce qu'il avait acheté sur les marchés ou plusieurs fois des systèmes qui très rapidement ne sont pas maintenus, sont tombés en panne. Et donc, moi, quand je vais voir les gouvernements, je dis, soyez attentifs à la régulation de ce qui est vendu chez vous et Ça veut dire quoi concrètement? Donc, ça veut dire des certificats, des labels, des tests sur la qualité des batteries, sur le recyclage futur, sur la qualité des panneaux photovoltaïques. Et c'est possible, il existe des certificats. Donc, il faut que les gouvernements régulent par l'exigence d'un niveau de qualité des produits qui sont vendus et installés. Ensuite, on incite aussi les gouvernements à réguler par les incitations en matière de taxes à l'importation pour, je dirais, permettre de réduire les coûts des offres solaires. Donc, pas mal de pays le font, mais parfois, à l'inverse, des pays reculent. On a vu le cas au Kenya, où le Kenya est un pays qui est très en avance sur l'off-grid et sur le déploiement de systèmes solaires avec le mobile money. Et l'an dernier, la loi de finances avait supprimé les exemptions fiscales ou de TVA pour l'importation de produits solaires, hein, donc de panneaux photovoltaïques. Conclusion, c'est une hausse des prix et des tarifs pour le client final. Donc, alors que finalement, les mêmes gouvernements favorisent l'électricité en réseau en la subventionnant largement. Donc, je pense que subventionner les clients ruraux par une baisse de fiscalité des produits solaires, c'est important parce que c'est le premier accès à l'électricité sans CO2, qui plus est, pour des gens qui aujourd'hui s'éclairent soit au kérosène, soit à la bougie, pour donner que cet exemple. Et ce que je vois, c'est que les offres que nous faisons correspondent au même prix mensuel pour eux que tous les coûts que génère le non-accès au réseau. Aujourd'hui, un de nos clients m'expliquait qu'il paye 300 francs CFA pour aller en ville recharger son téléphone. Il achète des chandelles, il achète du kérosène et la totalité de sa facture est supérieure à la mensualité d'un achat d'un kit solaire off-grid maintenu et exploité par nous pendant 5 ans et il le rembourse sur 3 ans. Donc, il y a une vraie économie derrière ça si on a un support du gouvernement par la fiscalité et par la régulation, je dirais, au niveau de la qualité des services et des produits vendus. Voilà, un exemple d'élément de réponse qu'on peut apporter à votre question. Oui, mais visiblement, votre réponse, Valérie, je suis désolé, mais ne satisfait pas tout le monde, puisque là, je vois des messages. Beaucoup de gens doutent de la pérennité de ces actions. Je vais donner un tout petit exemple personnel. En 1975… Mais attendez, douter de la pérennité, c'est soit douter de la pérennité du produit, et quand moi je parle de label de qualité, c'est de tous les produits, par exemple, que nous installons, ils sont testés dans les laboratoires de la R&D d'EDF en France pour s'assurer que les panneaux vont être à la hauteur et au rendez-vous, c'est-à-dire durer les 25 ans qui sont promis, pour s'assurer que les batteries, elles ont un cycle d'usage qui fait que ce sera maintenu et d'apporter la garantie. Donc, après, c'est vrai, et c'est ça qui est important, c'est d'avoir une émergence d'acteurs capables de s'installer dans le temps long. Oui, non, mais ce n'est pas uniquement la question de la qualité des équipements que vous mettez en place et la question de leur certification, bien que ça génère un coût additionnel, qu'un problème de pérennité dans le temps. Bon, j'ai personnellement, dans les années 70-75, travaillé sur des questions d'énergie hors réseau au Sénégal, avec des équipements éoliens qui paraissaient tout à fait pertinents, mais tout ceci a disparu.
Et on est plusieurs à constater qu'il y a des cimetières de projets, notamment dans ces domaines. Alors, j'aurais tendance à poser la question à Laure sur la question de Excusez-moi, mais l'assainissement. j'ai quand même envie d'avoir un droit de réponse parce que Oui, bien sûr, mais EDF a fait de l'électrification rurale depuis 20 ans et n'a laissé aucun cimetière. d'accord, Donc, très bien. quand même, la taille et la crédibilité des acteurs est un des éléments de réponse. D'accord. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a des éléments de réponse et c'est bien, mais je pense qu'il faut les mettre en avant pour répondre à cette observation qui est quand même très, très générale de constat où il y a énormément de projets qui sont accumulés, en tout cas dans certains pays, et qui ne se sont pas inscrits dans la durée. Mais probablement que ce n'est pas uniquement une question de qualité des équipements, c'est aussi une question de qualité de la gouvernance Et des et de porteurs. mécanismes de financement de mécanismes de financement. J'avais envie de demander alors qu'est-ce qu'elle en pense, quelles sont les conditions pour qu'un programme d'assainissement, par exemple, s'inscrive dans la durée, c'est-à-dire dans les 10-15 années de vie à l'échelle d'un quartier, par exemple. Qu'est-ce que vous metteriez? Quelles sont les 4 ou 5 conditions fondamentales? Alors, sur l'assainissement, si on parle encore une fois des solutions d'assainissement hors réseau, bon, c'est un petit peu difficile à dire parce que pour l'instant, en gros, toutes les innovations qui ont eu lieu dans le secteur, elles datent en gros à peu près des années 2010, quoi. Donc, il y a de la capitalisation, mais ce n'est pas forcément évident d'avoir des leçons incontournables. Cela dit, si on regarde un petit peu des exemples tels que Sanergy au Kenya ou Sanivation au Kenya également, qui sont des entreprises qui se sont développées effectivement en essayant, comme je le disais, de couvrir toute, j'ai même plus envie de dire la chaîne de l'assainissement, si ce n'est essayer de faire une boucle. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, sur ces structures-là, on est à peu près au moins 80% de financement extérieur. Ça va être investissement public ou privé ou philanthropique. Et je reviens à ce que disaient mes collègues tout à l'heure. Il y a un gros enjeu sur les financements d'amorçage, effectivement. C'est-à-dire que moi, de ce que j'ai pu voir, ou dans d'autres cas aussi de start-up sur les déchets solides, en Inde, en l'occurrence. Donc, elles avaient la même difficulté à arriver à trouver les fonds au départ pour lancer. Et donc, elles étaient obligées de monter sur les premières années des systèmes de financement extrêmement complexes en allant chercher des fonds auprès du public, du privé, mais aussi beaucoup de financement philanthropique, c'est-à-dire aussi potentiellement ponctuel. On a un concours par ici, un don par là, donc et on arrive comme ça à récupérer un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ça ne fait pas un business model suffisamment stable pour pouvoir se projeter et se dire, OK, sur 3, 4, 5 ans, je vois où je vais. Donc là, clairement, je pense que c'est important. Pour revenir après sur, si on reprend l'exemple de Sanergy au Kenya, donc eux, leur système, c'est qu'ils louent les toilettes aux habitants. Donc, ils louent les toilettes avec les containers en dessous et ensuite, après, il y a le service qui vient récolter et transporter les excrétas pour les revaloriser. La condition fondamentale sur l'assainissement, mais bon, là, finalement, c'est réseau ou hors réseau, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens l'importance du fait qu'il faut qu'ils améliorent leur pratique et qu'ils ont tout intérêt à payer pour un service d'assainissement de qualité. Donc là, il y a encore un travail d'éducation, de conviction, de plaidoyer à faire qui ne pourra fonctionner, encore une fois, que si, exactement comme dans le secteur électrique, il y a un service de qualité. Et le service de qualité, ça veut dire des toilettes qui sont propres, des déchets qui sont évacués de manière propre également, sans salir autour, etc. Des enjeux en termes de maintenance, opération et maintenance de qualité des services qui sont critiques. Et puis après, donc je dirais financement, qualité de la maintenance et de l'installation des services qui pourra entraîner après du coup la consolidation de la demande. Et puis encore une fois sur les déchets, donc que ce soit assainissement solide et liquide,
dans le secteur des déchets solides, la demande en fin de chaîne existe plus facilement, hein. Les filières de recyclage, de tri, de réutilisation sont assez bien structurées et très lucratives, donc facilement lucratives. Donc là, la demande, elle existe plus facilement. Sur l'assainissement liquide, ça reste encore plus compliqué, c'est un petit peu fragile. Et donc là, voilà, arriver à faire des liens avec d'autres secteurs tels que le secteur agricole, le secteur du bâtiment, le secteur énergie, je pense, contribuerait grandement à voilà, renforcer, apporter une forme de stabilité et de capacité à se projeter sur du, disons, moyen terme déjà dans un premier temps pour faire tourner le service hors réseau sur tous les plans techniques, financiers et organisationnels. Voilà. Formidable, merci. Vous avez parfaitement répondu. Je voudrais quand même vous dire à toutes les trois que la question de la pérennité, de la viabilité des projets est régulièrement posée par ceux qui les écoutent. Il y a quelque part un doute sur la distance. Bon. Je ferai juste une remarque par rapport au projet que nous avons soutenu dans les années 70-80. Vous êtes toutes trop jeunes pour vous souvenir des slogans « Small is beautiful » et la création de toute une série d'organisations qui étaient dédiées précisément à l'accès aux services de base. L'innovation fondamentale est liée à l'accès au numérique. Bon, ça a été entendu par l'une et par l'autre, mais c'est probablement l'élément qui a bouleversé et qui bouleverse aujourd'hui les mécanismes, aussi bien pour l'accès à l'information que pour des mécanismes de paiement comme le Pay as you go, comme ça a été développé en particulier au Kenya, puis ensuite développé un peu partout. Donc, il y a de l'innovation. Mais alors, je voudrais revenir sur la question de la gouvernance locale. Ça a été évoqué par Laure. Astria, est-ce que vous travaillez dans vos cycles de formation et vos activités de consultation sur cette question des relations entre les acteurs? Il y a quelque part une gouvernance publique qui peut être décentralisée, hein, en proximité avec les populations. Il y a des populations qui sont représentées par des comités de quartier ou des groupements de producteurs ou une structure plus traditionnelle, coutumière au sein du village. Il y a très souvent un opérateur à qui on va confier le soin de gérer l'installation. Et puis, il y a un mécanisme probablement de supervision, pour reprendre la préoccupation de Valérie, qui a été évoqué par les questions, hein. C'est le contrôle technique sur la viabilité. Il faut un certificateur externe probablement. Comment vous mettez ces différents acteurs et comment vous testez des modèles qui soient pertinents par rapport aux réalités des pays dans lesquels vous intervenez? Absolument, c'est un point qui est tout à fait essentiel. Je vais en profiter pour partager une petite anecdote qui va aussi ramener des éléments de réponse supplémentaires par rapport à cette question de pérennité, sur laquelle peut-être je vais faire une petite parenthèse, puisqu'effectivement, il y a des cimetières de projets sur ces secteurs, mais il faut quand même essayer de prendre un peu de perspective sur le fait que les problématiques, que ce soit l'accès à l'énergie ou l'accès à l'assainissement auxquels on essaye de répondre, sont extrêmement compliquées. C'est une équation qui est très difficile à faire marcher. Et donc, oui, il y a eu des expérimentations, il y a eu des essais, il y a eu des échecs au fil du temps, mais les choses évoluent et il y a un véritable apprentissage collectif qui font que les projets et les initiatives qui se mettent en place et sont de plus en plus pertinents, de mieux en mieux structurés et justement par ce processus d'apprentissage et d'adaptation et aussi surtout par l'évolution justement de la technologie. On a parlé du numérique, on a parlé du pay as you go, mais aujourd'hui, il faut prendre en compte le fait que ne serait-ce que le coût, par exemple, des panneaux solaires ou du stockage en 2021 n'est pas du tout le même qu'en 2019. Simplement, en quelques années, il y a eu des évolutions assez impressionnantes sur ce secteur qui changent aussi un peu la dynamique de ces projets et
assure une plus grande pérennité. Et pour moi, justement, l'un des éléments importants de ces évolutions et de la pérennité des projets, c'est justement de pouvoir pas centraliser, mais en tout cas localiser leur gestion. Je pense que vous avez certainement déjà entendu cette phrase que certains attribuent à Nelson Mandela, tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Donc effectivement, tous les projets qui étaient un peu, si vous voulez, hors sol et qui ne prenaient pas en compte, qui n'incluaient pas, si j'ose dire, les bénéficiaires au cœur des dispositifs en général, ne sont pas bien terminés, si j'ose dire. Valérie disait tout à l'heure qu'effectivement, ce qui compte, c'est le client et la capacité à s'adapter à ses besoins. Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial. Et donc, pour venir à l'anecdote que je voulais partager, donc moi, lorsque j'ai mis pour la première fois le pied dans le secteur de l'électrification rurale décentralisée, c'était à travers une initiative que j'avais rencontrée en Inde qui s'appelait à l'époque Lighting a Billion Lives. Et donc, j'ai trouvé cette initiative absolument brillante puisqu'elle avait toutes ces composantes d'accès à l'énergie, l'installation justement d'un kiosque solaire au sein d'un village qui était géré par une femme du village. Donc, ça crée un emploi, ça permettait également d'avoir cette pérennité puisque les bénéficiaires payaient un montant journalier pour pouvoir accéder à ces équipements. Et donc, avec toute la naïveté, si j'ose dire, de l'époque, j'ai voulu répliquer quasiment à l'identique ce modèle en Afrique francophone. Et il va sans doute dire que nous avons rencontré quelques déconvenues, tout simplement parce que la structure socio-économique était très différente, parce que aussi une grande majorité du matériel était importé et surtout, il y avait on va dire une difficulté à trouver localement on va dire du capital humain, des personnes ayant des compétences nécessaires pour pouvoir gérer les projets aussi bien d'un point de vue technique, donc s'assurer de la maintenance sur le long terme, mais aussi d'un point de vue gestion de projet tout simplement. Et ça vient rajouter, si vous voulez, des coûts, des contraintes logistiques, des contraintes opérationnelles sur des projets qui sont déjà avec des modèles économiques fragiles. Et donc, je suis très, très contente de voir qu'à travers notamment des initiatives comme Energy Generation, mais aussi beaucoup d'autres, le fait que l'on investisse dans le capital humain local, ça permet vraiment une bien meilleure appropriation des projets par les différentes communautés. Quand on forme un porteur de projet qui vient d'une zone rurale non électrifiée, vous vous rendez compte que quand il retourne dans cette zone pour mettre en place son projet, la question de l'intégration du projet et de son acceptation par la communauté n'est plus vraiment en fait un sujet, parce que très naturellement, il va aller s'adresser à des personnes littéralement auprès de qui il a grandi, et du coup, ce porteur de projet va très 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 naturellement inscrire ce projet dans la communauté. Donc nous formons beaucoup nos apprenants et nos aspirants entrepreneurs, comme on les appelle, au design thinking et notamment au design participatif. Donc, on leur donne aussi les outils méthodologiques pour véritablement impliquer les bénéficiaires dans le design même de la solution à travers toutes les méthodologies d'empathie, de questionnaires et autres, pour que vraiment toutes les solutions soient co-construites entre l'entrepreneur et le bénéficiaire de la solution, puisque pour nous, c'est vraiment la clé principale de pérennité des projets et surtout de la résilience des projets qui du coup peuvent s'adapter au fur et à mesure de la précision et de l'identification des besoins. Merci Astria. On va aborder la question du financement qui est évoquée par plusieurs participants de ce webinaire.
et en particulier la question de la tarification. Mais je ne voudrais pas me priver du plaisir de demander à Valérie d'évoquer l'un des projets les plus spectaculaires, en tout cas de mon point de vue, d'autant qu'il a des impacts sur l'activité agricole, qui est le projet Sunculture que vous avez développé. Est-ce que vous pourriez simplement nous le présenter de façon à ce qu'on voit, on identifie quelles sont les parties prenantes autour de cette activité et nous dire sur ce projet bien précis, comment vous avez dénoué des contacts avec l'État pour pouvoir travailler, j'allais dire, tranquillement. Est-ce que vous pouvez présenter ce projet particulier? Oui, merci Pierre. Alors en fait, donc d'abord, je voudrais dire que quand on a commencé l'électrification rurale, on était beaucoup sur les usages domestiques, qui sont importants, hein, la lumière, la communication. Bien entendu, le développement économique passe par un développement des usages productifs de l'électricité. Et donc, dans le réseau, on a commencé sur ces usages productifs par le pompage solaire pour accompagner les petits agriculteurs. Donc, ça a commencé au Kenya, donc avec la société Sunculture. Et donc, on a pris le même modèle que les kits résidentiels, hein, donc les kits solaires off-grid, avec le paiement as you go. Là, on dit as you grow, puisque l'idée, c'est donc de fournir une pompe solaire payée tous les mois par son téléphone à des petits agriculteurs. Mais c'est non seulement le pompage solaire qu'on apporte et les usages de l'électricité, mais aussi l'accompagnement agricole, c'est-à-dire les conseils d'un meilleur usage de l'eau, parce que parfois trop d'eau, ça nuit au rendement agricole. Donc en apportant aussi des systèmes de goutte à goutte qui sont assez peu répandus dans ces types d'agriculture, maraîchage et autres. Donc, des meilleurs usages de l'eau. Demain, il va pleuvoir, ça n'est pas la peine d'arroser. Des capteurs dans le sol qui disent là, vous arrosez trop. Donc, ça n'est pas l'idéal pour vos plants en fonction du type de plants qui sont plantés. Et donc, on utilise toute l'intelligence de la donnée qui nous est remontée pour faire des traitements et donc envoyer des conseils sur les téléphones des clients pour un bon usage de l'eau. Et donc, ça a été fait au Kenya. On a ramené cette innovation technologique en Afrique de l'Ouest. On a fait 3 pilotes, un au Sénégal, un au Togo et un en Côte d'Ivoire. Et nous avons lancé au Togo le Big Scale en dialoguant avec les autorités pour arriver à votre question. Donc, j'ai vu le ministre de l'Agriculture, la présidence de la République, le ministère de l'Énergie, et c'est un pays qui a bien compris l'usage du digital pour le déploiement d'un certain nombre de solutions. Et donc, là, comme on est à la conjonction du développement de l'agriculture, de l'usage du digital et de l'énergie, on a trouvé dans ce pays un répondant pour avoir un dialogue et dire comment on peut déployer en grande échelle ce type de solution. Et donc là, on a signé avec le ministre de l'Agriculture un accord où on va s'appuyer sur le réseau du ministère de l'Agriculture qui a dans tous les départements des relais, je dirais une administration qui travaille aussi sur la promotion, par exemple, du goutte à goutte, pour ne pas trop utiliser les réserves naturelles d'eau, mais aussi sur les entrants, les engrais, le bon usage de ceux-ci. Et donc, nous, on s'inscrit finalement dans une politique nationale de promotion du développement de l'agriculture, de la petite agriculture, je dirais, dans tous les départements, pour venir apporter une brique à un ensemble plus large. Et cette brique, nous, on l'apporte à la fois au niveau de la technologie, mais aussi au niveau du financement. Puisque toujours pareil, une pompe, ça coûte 1 400 € environ pour un hectare, pour être capable d'irriguer un hectare. Et donc, ces 1 400 €, ces petits agriculteurs ne les ont pas. Donc, c'est là où nous, on vient avec le financement, on s'adosse à des solutions de financement pour répartir dans le temps. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces solutions d'usage productif, elles sont facilement finançables par l'agriculteur parce que dans les mois qui suivent l'installation, il voit une amélioration de ses revenus. Et donc, cette amélioration de ses revenus lui permet de financer la solution.
Donc là, on a vraiment une économie circulaire vertueuse et le dialogue avec les autorités nous permet de promouvoir et d'accompagner la promotion de ces solutions. Merci. Je lis les questions qui se posent. Il y en a une qui est récurrente. Et ensuite, je demanderai à Patrice qui a probablement des questions complémentaires. Sachez qu'il y en a une qui est récurrente, qui consiste à dire financer les équipements, c'est relativement facile. On trouve toujours des bailleurs de fonds, quels qu'ils soient, des gros, des moyens, des banques, des collectivités locales étrangères, par le truchement d'ONG. On peut trouver toujours des financements d'équipements, mais en revanche, on a toujours un problème au niveau du financement de l'exploitation. Et pour pouvoir permettre à l'entité bénéficiaire de ces équipements d'arriver à un seuil où elle peut autonomiser son exploitation, couvrir les charges d'amortissement. Ça, c'est un problème souvent évoqué, hein, c'est celui de renouvellement. Je pense qu'une batterie a une durée de vie de l'ordre de 5 ans, c'est toujours un coût additionnel qu'il faut prévoir et qu'il faut mettre en compte dans le calcul du prix de vente, bien évidemment. Et donc, sachez qu'il y a ce doute sur la capacité à pouvoir générer des systèmes de financement qui assurent la pérennité de l'exploitation, que ce soit dans le domaine de l'assainissement, qui est relativement difficile à financer sur des ressources publiques, et on sait que les taxes sur ce secteur ne sont rarement affectées à ce secteur, il y a rarement de retour. Donc, sachez que c'est un véritable problème. Mais j'ai envie de demander à Patrice si, de son côté, il a des questions à poser ou éventuellement des commentaires à faire. Merci Pierre. J'ai d'abord un premier commentaire à faire qui est un peu, j'allais dire une surprise pour moi, mais une bonne surprise, c'est que je vois que la taille n'empêche pas l'agilité. Et quand je vois l'alliance entre Astria et Valérie sur un certain nombre de sujets, et la vraie compréhension qui est faite par EDF des sujets vraiment ruraux, c'est extrêmement encourageant. La question de la qualité, je voulais quand même faire un petit commentaire sur cette question de la qualité, et puis ensuite une remarque et une question. La question de la qualité évoquée par Valérie, elle est j'allais dire, copie conforme dans le domaine de distribution d'eau potable, et en particulier sur les systèmes de pompe. Aujourd'hui, ce qui se constate sur la partie énergie se constatait et continue malheureusement de se constater beaucoup sur le parc hétérogène de pompes hydrauliques qui existent. Et quand on parle de cimetières, j'allais dire de systèmes solaires ou autres, on en a absolument la même chose dans un certain nombre de pays émergents où en fait le coût d'équipement est encore une fois uniquement considéré, ce coût d'équipement est un vecteur de choix. La réalité, Valérie l'a très bien expliqué, je trouve, c'est qu'en fait, il faut une solution qui intègre à la fois l'équipement, l'ONM et le financement. Et c'est quand on a une espèce d'intégration comme ça verticale qu'on peut arriver à proposer en fait ce que j'appellerais un service beaucoup plus qu'une machine ou bien du béton au mètre cube. Donc ça, c'est là où il y a un besoin clair. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, mais il faut que cette offre soit une offre qualitativement validée. Alors, par des normes, par des certifications, etc. Mais ça me semble essentiel. Et c'est aussi pour ça que je pense que ce type d'offre de service fait un grand succès. Il n'y a pas que EDF, hein, il y en a d'autres qui le font, il y a Engie et bien d'autres, et pas mal d'opérateurs locaux aussi d'ailleurs, mais qui ont toujours en fait ce triptyque habituel maintenant qui est d'avoir l'équipement. L'ONM, c'est le capital humain dont parlait tout à l'heure Astria, c'est-à-dire des gens formés pour l'entretien. Et puis ensuite, évidemment, la partie financement qui permet d'étendre dans le temps le règlement des choses. Je pense que le capital humain, ça c'était ma troisième remarque, moi ça me semble absolument essentiel. C'est jamais du temps perdu. On avait, dans le groupe où je travaillais auparavant, développé ce qu'on appelait les ambassadeurs de l'eau. On l'a fait en Inde, on l'a fait aussi en Afrique, avec beaucoup de succès, des gens qui sont formés pendant certaines durées, puis qui ensuite repartent dans les régions d'où ils viennent, et en fait ont un savoir qu'ils ont la capacité de transmettre. C'est extrêmement, extrêmement important. Moi, j'avais une question quand même il y avait une question qui m'a semblé tout à fait intéressante, qui a été posée, et je voudrais un peu
revenir sur cette question, parce que ça, c'est aussi la réalité. Il y a aujourd'hui à peu près, statistiquement, environ 50 à 60% des solutions hors réseau, en tout cas dans le domaine de l'électricité. Je pense que Valérie, peut-être je parle sur votre contrôle, qui cessent de fonctionner justement entre 3 et 5 ans après leur mise en œuvre. Comment est-ce qu'on peut essayer d'éviter, de contourner ces échecs? Comment essayer de faire en sorte que les solutions soient des solutions justement qui aient une véritable durée qualitative? Valérie? C'est vraiment une question très difficile, effectivement, parce que, alors je l'ai dit, c'est un credo fort pour moi, ça dépend beaucoup de la qualité des acteurs qui le déploient, que ce soit une ONG d'ailleurs ou un acteur privé, hein, c'est sa longévité à lui-même qui est aussi mis en question dans ce que vous dites, hein, la capacité d'avoir un suivi de ces installations, de ses clients et de la promesse faite aux clients en termes de longévité de l'offre. Sur les kits solaires, nous, on fait des offres qui sont garanties 5 ans. Donc, vous me posez la question, que se passe-t-il au bout de 5 ans? Puis d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une question sur le recyclage. D'une part, nous, le recyclage est intégré dans notre réflexion, d'abord parce qu'on est un acteur socialement responsable et qu'en tant qu'EDF, on ne peut pas laisser des cimetières de batteries derrière nous. Donc, pour les installations dont nous nous occupons, nous sommes en train de mettre en place et de réfléchir à ces solutions. On a à peine 5 ans d'existence, donc la question ne s'est pas encore posée. Et en fait, pour nos clients qui sont au-delà de la période de garantie, on vient avec des offres complémentaires, soit de garantie complémentaire, soit d'exploitation-maintenance dans la durée supplémentaire, moyennant un financement très minime par rapport à la période des 3 premières années où il y avait le paiement pour rembourser le système. Ensuite, on a, suivant les sociétés, suivant les pays, on a des sociétés où on est engagé sur 9 ans, 10 ans, avec un petit fee complémentaire pour assurer cette exploitation-maintenance. Donc, les modèles varient, mais on peut venir aussi avec des offres de produits quand quelqu'un a déjà payé, a été capable de payer pendant 3 ans pour un premier service d'un premier niveau. Parfois, il est volontaire pour avoir un service de puissance supérieure, pour pouvoir connecter plus d'usages. Hein, parce que ce qui est important, c'est l'usage finalement. L'électricité, l'air, vous ne pensez pas à l'air, vous respirez sans vous dire j'ai de l'air. Bon, bah, l'électricité, ça devient un peu la même chose. C'est ce qui compte, c'est d'apporter des usages de plus en plus adaptés aux besoins. Donc, nous, on s'inscrit dans un temps long où on va essayer de venir apporter soit des financements complémentaires, soit des offres complémentaires. Après, effectivement, je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Le capital humain, il est très important parce qu'en fait, ce qui a pêché dans le temps, c'était aussi la capacité à maintenir les équipements localement. Nous, on a des milliers de salariés pour cette activité et ces milliers de salariés, ils sont sur tous les territoires, au plus près de nos clients. Parce que l'installation, elle se fait localement, parce qu'on met en place des centres de maintenance répartis dans les pays et sur les territoires, avec des petits des petites shops, comme on les appelle, qui font la maintenance et le recyclage le plus près possible des départements ou des territoires. Donc, je pense qu'on peut avoir un certain optimisme. Pourquoi? Parce qu'il y a une meilleure compréhension et une meilleure alerte, y compris des gouvernements, sur ces sujets, qui ne veulent plus de ces cimetières. Donc, on a aussi, je pense, un appui des gouvernements, des chefs de village, des autorités locales à ne plus vouloir ça. Et on a de plus en plus d'acteurs qui sont, je dirais, engagés socialement à une activité durable. Donc, c'est la réponse que je peux apporter aujourd'hui, en tout cas. Merci, mais peut-être que Laure le confirmera, en tout cas je lui demanderai de le confirmer, c'est que toutes ces initiatives génèrent de nouveaux métiers auxquels on n'a pas nécessairement pensé au début. En matière de maintenance de réseaux électriques, je vois sur la vallée du fleuve Sénégal, sur lequel nous sommes beaucoup investis, qu'on a créé l'activité d'opérateurs de maintenance circonscrits à des échelles géographiques et qui arrivent à rentabiliser leur activité, puisqu'ils facturent bien évidemment leur activité, mais qui assurent la maintenance des équipements dans la durée. Je suis convaincu qu'en matière d'assainissement urbain, Laure a pu identifier des nouveaux métiers
qui ont été créés, auxquels elle n'a pas nécessairement pensé lorsqu'elle a réfléchi à la mise en œuvre de telle ou telle opération, notamment en matière de collecte et de traitement des déchets liquides. Laure, est-ce que vous avez un commentaire sur la pérennité? Oui, tout à fait. Je voudrais quand même, de manière un petit peu générale, certes, il y a des cimetières pardon, de projets sur le hors-réseau. Enfin, pas que sur le hors-réseau. Sur le réseau des stations de traitement d'eau usée, je ne citerai pas la ville, mais enfin, on en connaît tous hein, quand même, des immenses stations de traitement d'eau usée qui sont à l'abandon, désaffectées, voire pillées, etc. Enfin, les projets qui ont échoué ou qui n'ont pas marché comme ils le devaient, ce n'est pas spécifique au hors-réseau. Et donc, je pense qu'il faut être prudent par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que le hors-réseau, on est plus dans l'innovation, mais si on fait quelque chose de nouveau, il faut accepter que c'est un risque et qu'avec le risque, va un potentiel échec. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Enfin, c'est toujours pareil. Hein. C'est une grosse différence entre les milieux francophones et plus anglo-saxons. Enfin, un échec, c'est bien dommage, hein, c'est malheureux parce que c'est des sous et puis ça a un impact sur les gens, etc. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc, je voudrais juste, enfin, voilà, bien évidemment qu'on cherche la pérennité, mais il va falloir que nous tous, collectivement, on apprenne, on teste. Et dans le mot tester, on ne peut pas garantir le résultat dès le départ. Voilà. Pour revenir du coup sur les métiers, ben oui, évidemment, le facteur humain, il est central. Il est central, mais alors, et pour faire le lien avec ce que je viens de dire, mais l'erreur est humaine aussi. Donc, voilà. Si le facteur humain est central, il faut accepter les erreurs qui peuvent aller avec. En termes de métier, dans le secteur de l'assainissement, si vous voulez, en fait, il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur de l'assainissement, mais qui sont plus ou moins invisibles. Donc, certes, il peut y avoir des nouveaux métiers qui émergent, effectivement, en termes de transport, des déchets, etc. Je pense que la différence est plutôt sur un changement et en termes de niveau tel que c'est qualitatif, donc c'est presque transformer les métiers, mais en termes de conditions de travail, hygiène et sécurité des vidangeurs qui, à l'heure actuelle, disons-le franchement, aucun équipement de protection, etc., qui descendent en gros nus hein, dans les fosses avec des pots en plastique pour vider les bouts de vidange. Dès lors qu'ils ont un équipement de sécurité, un petit camion ou une brouette, des gants, etc., tout leur métier change, en fait, en un sens. Et je pense que là, il y a des sauts qualitatifs qui changent fondamentalement la vie de ces gens et leurs revenus aussi à terme. Voilà. Merci. Il y a une question qui est intéressante, qui est d'une des personnes qui participent au séminaire, M. Barak, je crois, qui dit, mais le réseau, on en a besoin aussi en Europe, vous êtes bien gentil, mais bon, la réponse, je pense que nous pourrions lui faire unanimement, c'est qu'il y a des innovations africaines, en particulier, qui reviennent en France, et il y a une espèce de transfert de technologie inverse tout à fait spectaculaire. Bon, on l'a cité à propos de pay-as-you-go, qui est une invention typiquement africaine en matière de recouvrement et de tarification et de recouvrement des coûts, mais probablement à des échelles territoriales, des formules telles qu'expérimentées par EDF, évoquées tout à l'heure dans le cas du Kenya, pourraient trouver des applications dans les régions rurales, en particulier de la France, ça j'en suis certain. Moi, je voudrais revenir peut-être avant on a plus de 5 minutes, poser une question à Astria, parce que je suis très soucieux de la question de la capitalisation d'expérience et de l'échange, du partage, qui est vraiment une des préoccupations majeures de votre laboratoire d'idées et de promoteur d'innovation. Moi, j'ai le sentiment qu'à l'échelle du continent, à une échelle continentale, ce n'est pas possible, mais peut-être qu'à des échelles plus régionales où les problématiques sont un peu identiques, on pourrait créer des foyers de capitalisation et d'échange d'expériences. Je donne un tout petit exemple personnel. On travaille beaucoup avec mes organisations sur le bassin du fleuve Sénégal. On est 6 ONG, on a 20 ans d'expérience. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas échangé et on n'avait pas validé nos expériences avec les acteurs locaux, en particulier l'association du bassin. Et on s'est engagé maintenant dans cette
ce travail à une échelle qui est pertinente. Et on pourrait concevoir d'autres échelles en matière d'assainissement sur des villes moyennes, par exemple, sans nécessairement s'attaquer sur un périmètre bien précis. Qu'est-ce que vous en pensez comme de cette modalité possible de monter en échelle par l'échange d'expériences et de capacité de répondre à des demandes qui viennent du terrain, de gens qui veulent s'engager dans ces innovations? Je vois que vous nous proposez des diapos. Oui, alors je vais présenter très rapidement le fameux catalogue dont je parlais tout à l'heure. Effectivement, je vais peut-être faire une toute petite parenthèse par rapport au sujet plutôt de pérennité, de business model et autres. Il y a une approche qui, je pense, est assez intéressante et de plus en plus discutée sur le secteur, qui est l'approche de l'energy as a service, qui permet, et donc ça, enfin, c'est un peu ce que disait Patrice tout à l'heure, de vraiment arriver avec des offres de services sur le long terme et peut-être de déplacer, si j'ose dire, la responsabilité du hardware, si j'ose dire, de l'infrastructure du client à l'opérateur, pour qu'au final, comme partout en Europe, la plupart des gens ne se soucient pas de savoir est-ce que leur équipement électrique fonctionne ou est aux normes ou peu importe. Ils se soucient seulement de savoir est-ce qu'ils reçoivent de l'électricité, 1 kWh, et c'est ce qu'on paye au final. Et je pense que cette tendance aura aussi un certain avenir en Afrique, et c'est certainement vers là où les différents modèles tendent. Et effectivement, Laure le disait tout à l'heure, l'appuyait tout à l'heure, l'importance de l'apprentissage collectif. Et cet apprentissage, comme vous le dites, Pierre, il passe principalement par le partage d'expériences entre structures similaires, j'allais dire structures sœurs et structures complémentaires. Donc nous, on le fait en interne, comme je le disais, à travers ce type de document. Donc on a un document similaire pour l'énergie, un document similaire pour l'agribusiness et pour la santé. Mais là, comme on est sur l'énergie, je vais m'arrêter sur ce sujet. Donc, typiquement, on va présenter à nos entrepreneurs des business models différents, et on va également proposer, par exemple, des exemples de start-up sur ces différents modèles. Donc, nous, on est vraiment sur l'énergie, et notamment l'énergie décentralisée, mais je pense que c'est typiquement le type de document de capitalisation que l'on peut mettre en œuvre de façon collaborative avec d'autres structures, et peut-être même le rendre disponible dans un document participatif. Nous sommes aussi très... dans notre ADN, il y a quand même beaucoup d'aspects d'open source, c'est-à-dire qu'on est très ouvert à partager les contenus de nos innovations, justement pour qu'elles puissent être répliquées, puisque comme le disait tout à l'heure Valérie, il y a tellement de besoins et tellement à faire sur le continent que la notion de c'est à moi, c'est pour moi n'a pas vraiment de sens. Il y a vraiment suffisamment de place pour que tous les acteurs puissent se cohabiter et cohabiter différents espaces du marché. Donc effectivement, cette capitalisation, elle est extrêmement importante, et merci du coup d'avoir insisté dessus, puisque ça va nous pousser, nous, à aller plus loin dans cette réflexion, de voir comment est-ce qu'on peut rendre notre capitalisation, notre démarche de capitalisation, que ce soit ce catalogue ou d'autres supports, encore plus disponibles aux autres acteurs du secteur, mais aussi, surtout en ce qui nous concerne, à d'autres jeunes en Afrique qui ont cette volonté de changer les choses, qui ont cette volonté de faire quelque chose, mais effectivement sont parfois ralentis par la nécessité de tout reprendre à zéro, d'à chaque fois réinventer la roue, si j'ose dire. Et du coup, effectivement, je pense que c'est une approche très, très positive et constructive que de favoriser ce partage d'expérience.
Merci Astria. On arrive au terme de notre webinaire. Mes camarades m'en voudraient si je ne citais pas en matière de capitalisation, et Laure ne m'en vaudra pas non plus, le mémento de l'assainissement réalisé notamment par les équipes du GRET sur la base d'une expérience d'une dizaine d'années en matière d'assainissement qui est devenu un peu l'ouvrage de référence. C'est un pavé. Astria, ça serait bien que si vos ressources sont accessibles, de nous dire si on peut y accéder sur Internet facilement pour pouvoir en faire bénéficier, en particulier vos catalogues. Et puis, toutes les informations que vous pouvez également diffuser par le truchement de ressources, ça sera formidable. Je pense que parmi les participants, beaucoup sont demandeurs d'un complément d'information. Voilà. Je voudrais juste, pour terminer, dire que là, je reprends une casquette d'universitaire. En fait, je suis plus professeur à Dauphine, mais professeur à Sciences Po. Ils auraient pu rencontrer Astria dans mon séminaire d'économie africaine. Dire simplement que soyez rassurés si vous avez besoin de l'être. Il y a un support théorique aujourd'hui à l'ensemble de ces activités hors réseau, et c'est l'approche par les communs, dont vous savez que l'origine est une femme, donc c'est très, très important peut-être de sentir qu'il y a une préoccupation qui est incarnée souvent par des femmes. Je l'ai constaté en matière d'eau et d'assainissement, c'est souvent des femmes qui ont ce type d'approche. Donc on a une base théorique qui tourne autour de 4 éléments, peut-être, et qui sont communs, je crois, à l'ensemble de vos expériences. Bon, il y a une ressource qui peut être une ressource naturelle, de l'eau, du soleil, du vent, des plantes, voire des déchets qui constituent une ressource, qui est exploitée avec une technologie adaptée. Là, on a mis en évidence toutes les innovations qui résultent en particulier du numérique, en termes d'échange d'informations, en termes de gestion des équipements, au bénéfice d'une communauté qui est circonscrite géographiquement. On travaille au bénéfice d'un groupe, d'un village, d'un quartier, délimité dans l'espace, et surtout, on instaure des règles d'usage qui sont acceptées, appropriées, pour reprendre l'expression d'Astria, d'appropriation, avec un système de gouvernance qui doit être redevable, c'est-à-dire rendre des comptes. Donc, je crois qu'on a ici un socle commun à l'ensemble de ces initiatives qui est tiré de cette approche par les communs, qui se diffuse comme une alternative, une option alternative à celle du tout marché, et qui est une voie de promouvoir des solutions formidables africaines qui ensuite peuvent se redistribuer sur d'autres continents, que ce soit des continents des pays du Sud, mais également, comme on l'a dit tout à l'heure, des pays du Nord. Donc voilà, moi j'étais ravi d'animer votre séminaire, mais je passe la parole à Patrice qui va dire évidemment le mot final de ce webinaire. Le mot final, c'est un très simple merci à vous. Merci Pierre, bien sûr. Merci Laure, Astria et Valérie pour votre participation. Ce webinaire est le dernier de notre série semestrielle. On va prendre quelques semaines à profit avec Yoleni André, la coordinatrice du réseau, pour pouvoir préparer en fait un espèce de wrap-up de l'ensemble de nos travaux depuis le début de l'année. Vous pouvez retrouver bien sûr des extraits de ces webinaires et des podcasts que nous avons réalisés avec un certain nombre de personnes sur notre site, donc thinktank-ressources.com. Très facile d'accès. Je vais demander à Valérie, Astria et Pierre de me donner aussi évidemment les présentations qui ont été faites aujourd'hui. Tous ceux qui veulent pouvoir en bénéficier, n'hésitez pas, vous nous contactez et nous vous les transmettrons bien volontiers. Voilà, merci à tous encore une fois. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis donc pour un prochain webinaire tout début septembre. Bonne journée, au revoir. Merci. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir.